Laisse-moi te poser une question. À quel âge tu as commencé à travailler? À 18 ans? À 20 ans? Ou peut-être jamais encore? Moi, j'avais 16 ans. Et je te jure que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai compris sur les êtres humains à partir de ces années-là, aucun cours de fac, aucun manuel d'économie ou de management ou aucun prof de RH ne t'enseignera ça. On t'apprend à faire un CV, on t'apprend à te vendre en entretien, on t'apprend les soft skills, les hard skills, mais personne ne te dit que ton patron peut te faire des avances ou essayer de tenter quelque chose avec toi. Personne ne te dit que les hommes mariés, avec leur big alliance au doigt, pendant que leurs femmes sont parties changer la couche de leurs gamins, vont venir te demander ton numéro. Personne ne te dit que tu vas bosser dans un établissement où tous tes collègues et managers sifflent de la coke pendant leur pause ou en after work. Et surtout, personne, mais alors personne ne te prépare au regard des gens qui changent dès que t'enfiles ton polo du McDo. Aujourd'hui, on va parler du vrai monde de travail. Pas le bullshit de LinkedIn, pas les fausses stories ou les fausses story time enjolivées. Non. On va parler cru et spicy ici. On va parler du vice, du mépris, de l'injustice, des choses drôles et parfois des choses belles. J'ai commencé à bosser à 16 ans. Pour une raison simple, je voulais être indépendante. Ne plus demander à mon père pour des fringues, pour des voyages, pour du maquillage. Je voulais mon argent. Indépendance. Et cette expérience-là, elle m'a appris plus sur les humains que n'importe quelles années d'études que j'ai faites ou que je suis en train de faire. Installe-toi parce que je vais te parler de mes anecdotes, que ce soit au McDo, ce que j'ai appris et surtout ce que tu peux éviter, toi, de faire. On va parler de toutes mes expériences parce que depuis que j'ai 16 ans, donc je travaille, donc j'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles. Mais on va aussi parler de mes stages. J'ai fait un stage à l'étranger, dans une banque. Donc je vais vous parler de tout ça et de ce que j'en retiens. Chapitre 1, pourquoi j'ai commencé si jeune? J'ai grandi dans un milieu où les études c'était sacré. Entre lycée privé, éducation, poli, parents qui bossent. Et autour de moi, personne ne travaillait vraiment à 16 ans. À vrai dire, presque personne. Dans mon lycée, on était peut-être 2. Quand j'ai annoncé à mes potes que je travaillais, leur réaction c'était littéralement « Pourquoi faire? T'as le temps, repose-toi, tu travailleras en études supérieures, etc. » Je voulais pas attendre, je voulais pas demander, je voulais pas vouloir justifier de pourquoi j'avais besoin de 50 € pour une sortie à mon père. Je voulais juste être libre, c'est tout. Et avant, j'avais une idée dans la tête, cette idée un peu naïve et condescendante, pour être honnête, que le vice, le mépris et les gens mauvais, c'était une question de classe sociale. Que les gens qui se comportaient mal, c'est parce qu'ils venaient d'un certain milieu. Et en fait, j'avais vraiment ce biais social. Je pensais que dans mon monde à moi, les gens étaient bien éduqués. Mais spoiler, j'avais totalement tort. C'est peut-être ça la leçon numéro 1 et la leçon la plus importante que le monde du travail m'a appris, que le vice, il n'a pas de classe sociale. Il est de partout. Toutes les couches, dans toutes les costards, dans toutes les alliances au doigt. Et on passe directement au chapitre 2, McDo, le premier choc. Je peux te dire qu'il y a un truc qui est vrai. Il y a une différence entre savoir intellectuellement que le mépris de classe existe et le vivre soi-même. Le ressentir sur soi physiquement. Le jour où tu changes ton t-shirt pour enfiler un polo McDo et que tous les regards sur toi, ils changent directement. Parce que ça, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'avais 16 ans. Avant ce polo, j'étais une lycéenne normale. Après le polo, j'étais invisible. Pire, j'étais un objet de service. Les gens qui me regardaient même pas dans les yeux, pour plusieurs situations, soit parce qu'ils regardaient ailleurs, ou alors parce qu'ils ne voulaient même pas perdre leur temps à regarder. Enfin, ils voulaient même pas perdre leur temps ni à dire bonjour, ni à regarder dans les yeux, ni à dire merci. Juste jeter les billets comme ça. Ils disent pas bonjour, qu'ils disent pas merci. Qu'on sait même pas si en fait ils savent parler français. Dans ce cas-là, c'est pas... If you cannot speak French, we can speak English. I don't know, but please talk to me. Juste les bases de l'éducation humaine disparues. En fait, le truc qui m'a le plus choqué, c'est les parents là, les papas là, les mamans et tout, qui disaient devant leurs gosses de 5 ans, 7 ans, 8 ans, « T'as vu mon chéri, il faut bien travailler à l'école, hein, parce que sinon tu vas finir comme elle. Tu vas finir comme... Non, tu vas finir comme ça. » Comme si moi, je n'étais pas là, comme si j'avais rien entendu. Et moi, j'avais 16 ans. Je faisais des études, j'avais même pas passé mon bac à ce moment-là. J'étais dans le process de passer mon bac, de faire mes études, etc. Parce que mes parents me finançaient. Eux, ça, ils en savaient rien. Ils en savaient rien et c'était pas leur problème et on s'en fiche, c'est pas le contexte. Et même s'ils l'avaient su, ça ne change absolument rien.
Ça change rien au fait que cette phrase, elle est violente, elle est dénigrante et qu'il y a un putain de mépris dedans. Parce que finir comme ça veut dire quoi exactement? Les gens qui bossent au McDo, ils valent moins? Leur vie, elle compte moins? C'est ça que t'enseignes à tes gosses? Là, ça m'a énervée et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça continue de m'énerver toujours. Pas pour moi, mais pour tous ceux pour qui c'est pas temporaire. Pour toutes les personnes que j'ai connues avec qui je travaillais, qui galéraient, qui avaient leurs enfants, qui n'ont pas eu la même chance que moi, par exemple, j'ai eu. Des choses comme ça, comment tu peux dire des choses comme ça en fait? Dans la vie, on n'a pas tous les mêmes chances. Et les gens, ils sont pas conscients de ça et ils se permettent de faire des commentaires comme ça. Vous ne pouvez pas savoir ce que les gens ils ont vécu. Il y en a, leurs parents, ils meurent tôt. Ils auraient pu faire des études. Leurs parents auraient pu leur fiancer, mais leurs parents meurent tôt. Ou alors, ils ont tout simplement pas les moyens. Ou alors, on n'en sait rien, leur maison, elle a brûlé. Genre, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre conscience que moi, même si j'avais mon père qui me finance tout, etc., je ne suis pas à l'abri. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rester humble et qu'il faut toujours trouver des solutions. Ne pas s'arrêter en mode « Oh, c'est bon, pas la peine de travailler, j'ai mon père, j'ai ma mère. » Non, non, ça marche pas comme ça en fait. Tu peux pas te reposer sur ça. Demain, il arrive un truc, ta maison elle brûle, tes parents ils ont un accident, enfin... Il y a plein de situations en fait, on peut pas non, c'est pas possible. Bref, maintenant, parlons des hommes. Parce qu'il faut en parler dans ce monde-là. J'avais 16 ans, 16 ans. Et j'ai découvert, pendant que j'étais au drive, quelque chose qui m'a profondément dégoûté des hommes pendant jusqu'à maintenant en fait. Les hommes mariés, alliance au doigt, enfants dans la voiture, les big sièges, les big bébés à bord derrière la voiture, des big peluches qui dépassent, des big Happy Meal, enfin bref, vous voyez capter. Pendant que leur femme, elle s'absente, voilà, leur femme qui prend tous les gosses, qui prend même pas soin. Que le mari lui permette même pas qu'elle puisse prendre soin d'elle, non en fait, ça se voit, petite parenthèse, hein. Mais un homme, quand il prend soin de sa femme, ça se voit directement sur sa femme. Et c'est même pas une question d'argent ou de moyens, enfin. En gros, on dit souvent un dicton, si tu veux savoir si un homme il est vraiment riche, regarde sa femme et sa mère, et tu sauras. Et c'est grave vrai. Et pas forcément dans le sens riche avec l'argent, parce que juste un homme qui prend soin des femmes qu'il aime, bref, parenthèse. La dame là, elle part changer sa couche, la couche de son gosse aux toilettes. Et pendant ce temps là, le monsieur il fait quoi avec sa big alliance? Alors, attendez, j'ai mis. Mais toi, t'as quel âge? Pourquoi tu travailles là? T'habites où? Tiens, si tu veux, je te donne mon numéro. Si plus tard t'auras besoin, si tu fais des études, si tu veux être embauché, je sais pas quoi. Bro, non. Et en fait, le pire, c'était les regards. Il te regarde d'une façon, ça a rien à voir avec sa commande Big Mac, hein, vraiment, il te regarde avec des yeux de pervers, et ça, c'est très courant, hein. C'est tout le monde, toutes les femmes, etc., hein. La majorité des femmes. Et le truc, c'est que ça venait de partout, de toutes les classes sociales confondues. Soit du mec en costard qui vient chercher son menu de midi, au gros daron en SUV qui cherche son menu pour ses enfants, un dimanche. Exemple très précis. Très très précis. Donc c'est vraiment pas une question de milieu ou je sais pas quoi. Question d'hommes. Dès qu'ils pensent avoir un rapport de pouvoir sur toi, ils vont en profiter. J'avais 16 ans et ça m'a appris des choses amères sur les hommes que j'aurais aimé apprendre plus tard. Ouais, je suis grave reconnaissante d'avoir su ça tôt, connaître le vice tôt. Enfin bon, je le connaissais déjà. Mais, et c'est important de pas diaboliser McDo parce que ça a aussi été l'une de mes meilleures expériences de ma vie. Et je suis vraiment, et je ne regrette pas, si je devais revenir en arrière, je recommencerais de travailler là. Parce que les personnes que j'ai connues, en fait, c'est une équipe de jeunes, on est tous dans la même galère, on a tous entre 16 et 25 ans, on est là, on galère. Il y en a qui sont en études, qui enchaînent. Il y en a comme moi au lycée, qui veulent des sous. Enfin, on est jeunes, on a plein d'ambitions. Dans cette galère commune, il y avait une chaleur, une solidarité, une vraie amitié que t'as pas du tout dans tous les boulots, mais pas du tout. Les filles que j'ai connues là-bas, je leur parle encore. La plupart, je leur parle encore. Et je les adore, en fait. Enfin, il y en a, c'est encore mes meilleurs potes. Hein. J'ai fait des tellement bonnes rencontres que j'aurais jamais pensé faire à McDo. Des rencontres, ça a tellement matché. Et je suis tellement contente d'avoir ces personnes dans ma vie. Notamment, j'étais hyper surprise parce que je venais d'arriver tout ça. Et j'avais une collègue
On sympathisait tout ça, genre quand on avait des pauses, on prenait nos pauses avec d'autres personnes et tout. Et cette collègue, je lui avais complimenté sur son parfum. Elle sentait extrêmement bon. Voilà, elle me dit merci, elle me donne le nom de son parfum, il me semble. Et le lendemain, quand j'arrive au casier, j'ouvre mon casier, et là je vois le parfum, une boîte de parfum avec un petit mot dessus. Et en fait, c'est son parfum. Et genre, elle me l'avait offert parce que c'était bientôt mon anniv et tout. Et elle m'avait... genre, c'est trop mignon. Genre, comment t'as retenu que je t'ai senti ton parfum et t'es là, tu penses à m'offrir ça. Genre, c'est tellement mignon. Tellement d'anecdotes marrantes, je vous jure. Enfin, on est là, c'est notre premier taf, on galère avec des plateaux, que ça tombe, que nanani. Mais ça nous forme, ça nous forme. Même les dramas, enfin, il y a aussi des dramas. Parce qu'il y a toujours des dramas au travail. Ça va toujours se passer. Mais ouais, non, j'ai fait des super rencontres. Enfin... En fait, ça me manque grave en vrai cette ambiance. C'était l'été en général. Enfin, quand je passais beaucoup de temps, c'était pendant les vacances d'été. Même après après les cours, les week-ends et tout. Non, c'était bien, franchement. Il y avait tellement des anecdotes marrantes. Je ferai une vidéo anecdote McDo parce que je vous jure, ça vaut le coup. Il y a tellement de trucs à raconter. Mais une anecdote, c'était en été. Un monsieur, il arrive avec une glacière énorme, comme ça, genre. Et il fait bonjour, vous pouvez remplir ma glacière de glaçons s'il vous plaît. Vu qu'on est chez ton père, ça va être ça, ouais. Non mais le mec est malade. Genre le mec, il partait en vacances, il avait sa glacière comme ça. Comme ça de glaçons vides, il voulait qu'on lui mette tous nos glaçons. Alors que déjà, c'était une galère pour mettre les glaçons. Enfin bref, il y a plein de trucs drôles comme ça, je vous jure. On passe au chapitre 3, à cette anecdote what the fuck et big prévention. Big prévention. C'est là où je travaillais dans une boulangerie qui faisait des after-work, genre un peu bar et tout le soir. Alors, comment je vais vous expliquer ça ? J'avais 17 ans, et je connaissais mais absolument rien au monde du travail à part McDo, quoi. Enfin, voilà, c'est pas vraiment le monde du travail, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand j'ai commencé à voir des choses bizarres, mon cerveau de jeune fille de 17 ans, il a grave normalisé des trucs. Des employés pas déclarés, bizarre, mais c'est pas grave. Pain vendu comme bio alors que c'était du big pain industriel et pas du tout bio. Des horaires qui collaient pas. Compta catastrophique, alors que à cette époque, frère, je connaissais rien de la compta, j'avais même pas passé mon bac. Plein de trucs que je voyais pas, ou plutôt que je voulais pas voir. Puis il y a eu le patron. Il m'a jamais harcelé, on va dire directement sexuellement, si je peux dire ça. Enfin, je pense. En tout cas, pas dans le forcing. Pas en mode bullying, en mode... Vous voyez ce que je veux dire ? Non, pas comme ça. Dieu merci, enfin, ça, j'aurais pas permis ça, en fait. Il me faisait toujours des remarques. Au début, je remarquais pas, genre, je me disais, ok, ça doit être normal et tout. En fait, c'était vraiment progressif. Il me faisait des petites remarques, il y avait des regards. Et puis, des fois, je comprenais pas trop, genre, je finissais mes trucs et puis il me passait du cash, sans raison. Puis après, il commençait à me dire, ouais, va t'acheter des vêtements avec ce cash et des trucs comme ça, genre. Ça a commencé à être crescendo comme ça, des trucs bizarres. Le mec était marié, bien sûr, il avait des gosses. Bah oui. Le comportement ambigu qui met hyper mal à l'aise. J'aurais jamais dû entendre à 17 ans venant d'un patron, quoi. Un gros vieux, un daron de 40 ans, frère. Non. Donc, j'ai fait comme si j'avais rien entendu, j'ai banalisé tout. Et c'est vrai que je n'ai pas parlé à mon père tout de suite. Parce que j'ai pas eu signe d'alarme. Mais après, j'en ai parlé. Et puis, il y a eu les after-work. Il est sorti. J'étais jeune, je voulais sortir, je voulais m'intégrer, je voulais connaître du monde. Donc j'y allais. Et j'ai vu des choses que je pensais que j'aurais vu que dans des films. Enfin, à cet âge-là, en fait, ça me choquait. Maintenant, ça me choque plus du tout. Maintenant, je sais que c'est normalisé de partout, ce genre de trucs. Mais à cette époque-là, j'étais choquée de fou. Des gens qui sniffaient de la coco, même des gens qui faisaient du trafic avec de coco, genre. Genre, on est arrivé à un endroit, j'ouvre une porte, j'ai cru que j'étais en Colombie. Que des trucs comme ça. Que des big blocs comme ça. Partout dans le placard. Enfin, dans le truc. Donc, moi, j'avais grave peur, en vrai. Parce que... je me suis dit, ouais, s'ils voient que j'ai vu ça, ça veut dire que ça se trouve, je suis dans la merde. Ça se trouve, on va me kidnapper, on va me dire, pourquoi t'as vu ça ? Tu vas aller dire, non. Heureusement que... Je suis une fille très futée et je sais très bien me sortir de situation. Donc, j'ai fait en gros, j'ai fait la conne, quoi. Je sais très bien faire la conne. C'est un truc qui me sauve tout le temps. Les filles, faites la conne dans des situations dangereuses comme ça. Toujours faire la conne, genre. Bref, du coup, j'ai vu ces trucs, j'ai vu des gens etc.
Ça me proposait. Enfin, moi, j'étais en mode non. Enfin, voilà quoi, jamais de la vie et tout. Enfin, et encore, jamais de la vie maintenant. Je ne toucherai à la. Franchement, maintenant, je vous le dis, pour moi, c'est grave banal parce qu'on en voit de partout et tout. Enfin, bref. Ça me choque plus, enfin ça me choque absolument pas parce que du coup je l'ai banalisé, mais bref. À cette époque-là, imaginez-vous, enfin c'est la première fois que je voyais ça, j'étais grave choquée quoi. Je pense que c'est que dans les films, mais. C'était super drôle parce que souvent les dimanches, je travaillais, on était que 2 à tenir le magasin, genre, enfin le truc. Et j'étais avec un mec de mon âge. Et genre, on devait gérer des trucs des fois. Genre, dites-vous, le mec... Ah si, il y avait un mec aussi, genre, il venait pour, je sais pas, pétrir le pain ou un truc comme ça. Le mec, c'était un DJ, il rentrait de soirée pour mixer le pain, il faisait tout n'importe quoi. Du coup, l'autre mec, là, qui était avec moi, qui devait faire la pâtisserie, lui, il devait tout gérer, genre. Moi, en gros, je devais juste vendre. Moi, je devais juste faire les caisses et servir les cafés et tout. Et genre là, à un moment, genre, il y a un couple de vieux qui arrive. J'étais juste avec le mec de la pâtisserie. Et... on doit donner une bouteille de vin. Moi, à cette époque-là, en vrai, j'avais jamais ouvert de bouteille de vin, vraiment, non. Et du coup, on galérait tout, genre, parce qu'on avait 17 ans tous les deux, et on était en mode, wesh, comment on va ouvrir ça? Comment on va faire? Donc, on essayait tout, on se met à 2. Et là, on met le tire-bouchon, et là, on casse la bouteille en verre. Genre, ça commence à se craquer. Et genre, là, le bouchon, genre, il tombe dedans. Genre, les bouts de verre, ils n'étaient pas tombés, mais là, le bouchon tombe dedans. Il n'y en avait pas d'autres bouteilles. Et du coup, on est trop gênés et tout. On va leur dire désolé, on a fait un problème avec le vin et il n'y en a que ça. Voilà. Et ils ont dit, c'est pas grave, on veut quand même boire. Du coup, ils buvaient avec le bouchon de liège dedans et tout. Enfin bref, il y a eu tellement d'anecdotes drôles comme ça, en vrai. Enfin, en fait, il y a quand même eu du bon. Mais il y a eu beaucoup de vices et c'est là que je me suis rendu compte. Et vos amis là, du travail, c'est pas vos amis, hein. C'est que des collègues. Il faut pas mélanger collègues, genre lien du travail et amis parce que vice et vice. Dans ce travail-là, il y avait une fille et tout. C'était la seule fille et genre elle justement, elle était grave proche du patron. Et genre j'ai appris après, j'avais des trucs bizarres avec le patron et tout. C'est pour ça, genre bref, trop bizarre. Et moi, je me confiais grave à elle. Je connaissais pas le vice et tout. Donc je me confiais grave sur toute ma vie. Bref, des trucs comme ça et tout. Et la meuf, j'ai appris qu'après, elle venait tout raconter tout à tout le monde, genre en me critiquant, même en inventant des trucs sur moi et tout. Genre la meuf était grave jalouse de moi, genre. Enfin bref, j'ai fait plein de travail en vrai, après des petits travails comme vendeuse, dans des restaurants japonais, dans un restaurant chinois aussi, juste pour manger chinois et tout. J'ai gravé, mais ça c'était bien en vrai. Enfin, il y avait toujours le problème des hommes, quoi. Des gens, des fois mal polis, mais en vrai ça allait. J'ai pas de big truc à dire dessus. Et après, moi, j'ai une bonne expérience. Ça a été chez Foot Locker. Là, je travaille actuellement chez eux, mais je vais bientôt finir parce que je vais commencer. En vrai, genre la vraie vie professionnelle. Donc, j'ai plus besoin de Foot Locker, quoi. J'ai plus besoin de job étudiant. Je vais rentrer en stage et tout. Donc, Foot Locker, j'ai adoré. J'ai commencé à travailler il y a longtemps, en vrai, chez eux. Et jamais eu de problème. Genre, il y a toujours des petits problèmes, vous voyez, entre collègues et tout, parce que c'est le monde du travail, surtout entre les filles. Mais au sein de l'établissement, que ce soit les managers, que ce soit les patrons et tout, mais ils ont été top. Genre, j'ai une trop bonne expérience. Ils ont un super management, surtout dans le Foot Locker où je suis actuellement. Genre, vraiment, genre, moi, ça m'a vraiment permis, parce que du coup, je suis en études de commerce et tout. Et ça m'a pris du terrain, malgré que ça soit, genre, malgré que je sois dans la part. Le fait que je sois dans la partie genre vente directe, ça m'a vraiment appris justement comment ils gèrent en interne les trucs, comment ils donnent les missions. Genre, ils sont vraiment là pour te faire apprendre toi et ils te considèrent vraiment, enfin, ils sont très dans l'humain. Et ouais, Foot Locker, ils te considèrent vraiment, enfin, t'es pas là juste pour vendre, genre, tu participes aux chiffres, ils t'expliquent, ils te motivent, enfin, il y a vraiment beaucoup de la motivation intrinsèque et extrinsèque. Voilà. Petite leçon que j'ai vue aujourd'hui, voilà, il fallait que je la place. Et ouais, enfin, franchement, moi, Foot Locker, je recommande si vous cherchez un job étudiant. Franchement, moi, je vous conseille les yeux fermés. Les yeux fermés, ouais. Après, il y a eu aussi mon expérience du coup au Brésil. Je suis partie à Rio de Janeiro faire un échange universitaire pendant 6 mois. Et à la suite de ça, j'ai fait un stage de 2 mois à Banco do Brasil. Eu falo português. Je rentre à l'accent. En fait, je rentre à le portugais. Ouais. Je parle pas assez portugais, faut que je rentre. Ça m'énerve. Enfin bref. Donc voilà, j'ai fait un stage de 2 mois en tant que finance intern. Et c'est tout en portugais. Alors que quand je suis arrivée au Brésil, moi je parlais pas un mot portugais. Hein. Genre ok, c'était plus facile parce que je parle espagnol, mais je vous jure que ça a rien à voir, genre. Et c'est beaucoup plus dur pour des gens qui parlent espagnol
d'apprendre le portugais que le contraire. Enfin bref. Donc voilà, j'arrive et tout, et j'ai vraiment trop aimé. Enfin, j'avais grave des stress parce qu'on m'a toujours dit ouais, le monde corporate, il y a beaucoup de vices, surtout avec les hommes, le patriarcat, nanana et tout. Et du coup, j'avais peur, mais je me disais, mais en Amérique latine, je pense que ça va beaucoup moins être comme ça, parce qu'en Amérique latine, les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Ils sont plus relaxés en fait. C'est plus tout le bang et voilà quoi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Franchement, moi, j'ai eu aucun souci dans mon stage. On m'a tellement épaulé, on m'a tellement appris. Genre, on me considérait, genre, vraiment, pour eux, j'étais pas une tâche. Genre, pour eux, justement, genre, ils étaient grave contents de m'avoir. Ils étaient en mode, genre, ils aimaient trop mon côté, enfin, le fait que je sois française et tout. Et même, genre, le fait que je sois moitié vénézuélienne aussi. J'ai cru que ça allait poser problème. Parce qu'il faut savoir qu'en Amérique latine, il y a énormément de racisme. Enfin, surtout les Vénézuéliens, on a une très mauvaise image en Amérique latine parce que, à cause de la dictature de Maduro, le pays est en ruine. Enfin, il est en ruine depuis. Et en gros, vu qu'il y a une déflation de la monnaie, etc., genre, l'argent ne valait plus rien. La monnaie valait plus rien. Donc, si la monnaie ne va plus rien, si le SMIC c'est $3 par mois, tu fais quoi? Tu fais des crimes. Prostitution, trafic d'organes, narcotrafic, des trucs comme ça, bref. Et du coup, ceux qui migrent, ils se comportent grave mal. Enfin, la majorité se comporte mal. C'est pour ça que les Argentins, les Chiliens, en vrai, tout le monde est grave raciste. Enfin, tout le monde a une mauvaise image. En gros, c'est pas si c'est du racisme ou c'est qu'ils savent pas. Enfin, je pense que c'est surtout de la désinformation et la j'arrive plus à parler. Il est minuit. De la généralité. Voilà, de la généralité. Il faut une généralité et tout. Du coup, voilà, j'avais peur que, si je dise Venezuela, nanana, genre, bref. Et en vrai, j'ai vu, genre, dans certaines personnes, il y a eu un petit changement de regard et tout. Mais heureusement que French, genre, ça a rattrapé, quoi. Mais bon, ça va, en vrai, c'est bien passé et tout. Genre, il n'y a pas eu de galère. Genre, ils étaient grave contents, justement, parce que je parlais 4 langues et tout. Ils sont en mode, ouais, on va faire business. Le monde de l'afterwork, c'est trop bien. Genre, tu fais des vrais événements, networking, etc. Genre, j'ai fait plein d'événements. Je pourrais vous en parler aussi. Mais par exemple, je sais pas si vous connaissez le Jockey Club. C'est un endroit en fait où il y a tous les trucs de chevaux, etc. Et il y avait plein d'événements comme ça qui étaient réservés. Ou alors tu pouvais networker. Genre vraiment, j'ai fait des big rencontres et tout. Genre, j'ai pu grave apprendre sur plein de trucs du monde de l'entreprise, etc. Du monde de comment ça marche, le business au Brésil, parce que c'est quand même une big économie, quoi, pour l'Amérique latine. Donc pour tous leurs échanges, etc. Et même genre juste le fait d'échanger culturellement, c'est top. Bref, il y avait plein d'événements. Enfin, en fait, la culture d'entreprise là-bas, elle est top. Après, il faut pas négliger, et ça c'est un énorme sujet qu'on peut pas du tout parler dans cette vidéo, mais qu'au Brésil, il y a des énormes inégalités, et que bien sûr que les expats, etc., ils vont être hyper avantagés comparé aux locaux, etc. Enfin, c'est un peu partout comme ça. Mais faut savoir que du coup, le monde corporate, en vrai, c'est tout le temps le même. Juste les costumes qui changent, les langues, les dynamiques de pouvoir, en vrai, elles restent. Il y aura toujours un peu de trucs. Mais moi, personnellement, ça m'a pas touchée, mais je l'ai vraiment observé. Et il y a énormément de discrimination, de colorisme. Énormément de colorisme, discrimination, etc. Genre, non mais j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est trop long. Mais en tout cas, voilà, soyez conscients de ça. Donc pour conclure, qu'est-ce que toutes ces expériences, aussi folles que bien, m'ont appris? Entre les polos, les tabliers, les tenues d'arbitre, les blazers, les clients qui me regardent pas dans les yeux, patron qui aurait pas dû me parler comme il me parlait, des collègues qui te sourient en face, qui te plantent un big couteau dans le dos, et entre les collègues trop mignonnes et les collègues qui sont devenus des amis pour la vie, et une banque à Rio où j'ai compris que j'étais capable de beaucoup plus que ce que je pensais. Que je regrette d'avoir commencé à 16 ans? Jamais. Parce que tout ça, ça m'a appris des choses qu'une salle de classe n'aurait jamais pu m'apprendre. Les environnements de travail sains, ça existe, oui. Et il faut savoir les reconnaître et s'enfuir des autres. Et surtout, protège-toi. Si un patron te met mal à l'aise, prends toutes les preuves. Peut-être si tu n'oses pas lui parler français, envoie-lui quelqu'un ou parle-en au RH, etc. Tu as le droit de le dire et tu as le droit surtout de partir. Le droit de te protéger, en fait, c'est la base. Moi, à 17 ans, je le savais pas. Maintenant, je sais et je veux que tu le saches aussi. Pour le prochain épisode de cette série, j'aurai besoin de vous. Racontez-moi en commentaire ou en DM vos expériences dans le monde du travail. Anonymement, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ou même si vous voulez faire un épisode avec moi, il n'y a pas de souci, on peut se voir, etc. Parce que le monde du travail, on devrait en parler plus et sans filtre. C'était de Mamita Diaries. Y les hago muchos besitos.